Il est courant d'imaginer que les startups sont des structures à part, qui n'obéissent qu'à leur vision, et à qui le succès semble acquis d'avance. En réalité, elles sont le plus souvent soumises à plus de risques et de contraintes que les autres entreprises. Leur succès ou leur échec dépend donc de paramètres classiques comme le management, l'organisation, ou encore l'analyse des données. Ce sont donc des facteurs à ne pas sous-estimer, au risque de perdre de l'énergie, du temps, et de l'argent. Les principes du Lean, qui ont prouvé leur grande efficacité dans l'industrie, peuvent être transposés avec succès aux startups. L'innovation n'est ainsi plus un hasard, mais le résultat de la rigueur et d'une méthode scientifique. Comment le Lean Startup peut-il révolutionner votre manière de diriger et d'innover? Leçon 1. Le Lean Startup donne une méthode et des outils pour entreprendre dans un secteur très incertain. Il existe des méthodes traditionnelles pour lancer un produit ou gérer une entreprise, entre stratégie, planification et études de marché. Pourtant, elles ne sont pas bien adaptées aux startups. Pourquoi? Contrairement aux autres entreprises commerciales, une startup agit dans des conditions d'extrême incertitude. Les prévisions classiques ne peuvent s'appliquer sur l'environnement toujours plus changeant dans lequel évoluent les startups. Par exemple, le meilleur business plan peut devenir complètement obsolète du jour au lendemain. Même des investissements massifs pour développer un produit innovant peuvent être rapidement gâchés. De plus, le fonctionnement même d'une entreprise classique est porté sur l'optimisation de la production, la limitation du risque, le perfectionnement d'un produit. Ce système ne peut être appliqué aux startups. Il ne sert à rien d'avoir des équipes très efficaces, ou de respecter scrupuleusement des budgets et un calendrier, si le consommateur ne veut pas du produit ou du service. Pour une startup, il faut trouver de nouveaux repères, qui permettent de savoir quoi faire, et où aller lorsque rien n'est certain. C'est dans cette optique que le Lean Startup donne des méthodes, et des outils pour naviguer dans cette incertitude. Sans cela, vous travaillerez jour et nuit, en croyant fermement à votre vision. Vous engagerez des talents humains, et des montants parfois importants. Cependant, à tout moment, vous risquerez de ne pas voir venir l'échec, ce qui entraînera une perte d'argent, de temps, d'énergie et d'estime de vous-même. Le Lean Startup s'inspire des principes du Lean Manufacturing, une méthode d'organisation ayant fait ses preuves dans l'industrie, en particulier chez Toyota. Il les adapte ensuite aux exigences spécifiques des startups. Le Lean Startup vise donc à rendre les startups aussi efficaces dans l'innovation, que les industries utilisant le Lean Manufacturing le sont dans la production. Somme toute, les startups évoluent dans un milieu très incertain, ce qui les oblige à agir différemment des entreprises classiques dans leur gestion de la production et des risques. Pour y voir plus clair, vous pouvez compter sur le Lean Startup, qui vous donne une méthode accessible pour optimiser votre innovation. Leçon 2. Évaluez vos progrès par la validation des hypothèses. Si vous êtes à la tête d'une startup, votre seule certitude est de devoir vous adapter en permanence au changement. Comment y arriver? Dans un premier temps, sachez que votre startup n'est pas là pour créer un produit ou un service, mais pour valider des données. Vous devez absolument cesser de penser que le produit génial que vous allez créer avec votre startup trouvera inévitablement son public, voire qu'il changera le monde. Non seulement vous ne pouvez pas en être sûr, mais ce ne sera le plus souvent pas le cas. Par exemple, il est inutile de développer pendant de longs mois un plugin de création d'avatars sur les messageries instantanées, si les utilisateurs ne prennent pas le temps de le télécharger. En réalité, votre force sera d'émettre des hypothèses et de les tester en observant le comportement des clients. Par exemple, dans les années 1980, Sony a émis l'hypothèse que les individus aimeraient écouter de la musique seuls, et dans les lieux publics. En testant cette hypothèse, l'entreprise en est arrivée à la création du Walkman, ce qui n'était pas une évidence au départ. Plus récemment, Apple a émis l'hypothèse que les clients paieraient volontiers pour de la musique en ligne, ce qui a donné l'iPod et iTunes. Finalement, le problème n'est pas de créer un produit ou un service. En effet, avec les technologies actuelles, vous pouvez presque tout réaliser. L'essentiel pour une startup n'est donc pas de trouver une idée et de la concrétiser, mais d'être capable de progresser très vite pour comprendre ce que veut réellement le client. La création d'un produit, l'ajout d'une fonctionnalité ou la mise en place de publicité, ne doivent servir qu'à tester une hypothèse. Vous en tirez alors des enseignements utiles, pour affiner votre compréhension des besoins du client. C'est seulement en validant progressivement vos hypothèses, que vous pourrez tirer des bases suffisamment solides pour avancer dans l'incertitude. En résumé, tout ce que votre startup crée doit servir avant tout à valider vos hypothèses. Vous en tirerez des données, qui vous aideront à développer le produit dont les clients ont réellement besoin. Si vous aimez nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications, pour être averti de l'apparition de nouvelles vidéos. Regardez également ci-dessous dans la description, nous y avons laissé plein de ressources, qui vous seront plus qu'utiles. Leçon 3, testez vos hypothèses avec un produit minimum viable. Si vous avez une vision claire de ce que vous souhaitez obtenir, vous pouvez avoir tendance à vouloir créer le produit parfait le plus vite possible. Pourtant,
Cette méthode mène le plus souvent à l'échec. Pour quelle raison? Pour séduire votre client, il est extrêmement tentant de développer un produit très abouti avec un maximum de fonctionnalités. L'utilisateur pourrait ainsi se rendre compte de ce que le produit pourrait lui apporter. En agissant de la sorte, vous perdez un temps précieux à peaufiner un produit ou un service, dont vous ignorez s'il sera vraiment adopté. Ne testez pas vos hypothèses avec un produit déjà finalisé. Utilisez plutôt un produit minimum viable, PMV, c'est-à-dire un produit rassemblant uniquement les fonctionnalités nécessaires à la validation de l'hypothèse. Le but d'un lancement de PMV n'est pas de voir ce qui se passe, car les raisons du comportement des clients sont très diverses. De ce fait, vous ne tirerez rien d'un succès ou d'un échec. En fait, un PMV doit vous permettre de valider ou d'invalider une hypothèse. Sans cela, votre lancement ne servira à rien. Par exemple, l'entreprise américaine de vente de chaussures Zappos a créé des entrepôts et a conclu des partenariats avec des distributeurs pour vendre ses produits en ligne. Pourtant, elle n'a pas fait cela dès le départ. Elle a d'abord lancé un site classique proposant le stock des magasins locaux à la vente. Ce PMV lui a permis de déterminer si les consommateurs étaient intéressés par l'achat en ligne de chaussures. En plus de cette hypothèse, Zappos a pu en tester d'autres, liés au paiement, au service client ou à la politique de retour. Chacun de ces éléments comportait des problèmes découverts progressivement. L'entreprise ne les aurait pas remarqués si elle avait lancé un produit finalisé du jour au lendemain. Le but de votre production est donc de mesurer une hypothèse sur le terrain pour ensuite apprendre ce qui fonctionne ou non. C'est le fonctionnement même d'une boucle de feedback. Votre PMV n'a pas besoin d'être très avancé ou compliqué. Il existe toujours de nombreux clients avertis désireux de tester les nouveautés même si elles sont imparfaites. Parfois, votre PMV n'aura même pas besoin de ressembler au produit final. Par exemple, la plateforme de partage de fichiers Dropbox a posté une simple vidéo expliquant ce qu'elle voulait faire, au lieu de passer plusieurs mois à développer un prototype opérationnel. Cela a suffi. Après cela, 75 000 clients étaient inscrits sur liste d'attente pour accéder au service. Une fois la boucle de feedback arrivée à son terme et les données validées, mettez au point un autre PMV ou améliorez l'existant. Recommencez alors jusqu'à valider une autre hypothèse. Pour conclure, votre produit minimum viable ne comporte que les fonctionnalités que vous souhaitez tester. Vous pouvez ainsi apprendre très rapidement la pertinence de vos hypothèses. Enchaînez les boucles de feedback pour développer un produit toujours plus performant. Leçon 4. Évaluez vos progrès en analysant systématiquement les bons indicateurs. Il est impossible de diriger correctement votre start-up sans vous appuyer sur des données fiables à analyser de manière objective. Quelles sont-elles? Comme tout être humain, vous êtes soumis à des biais cognitifs difficiles à contrôler. Par exemple, il est facile de croire que les bons résultats sont dus à votre travail, et que les mauvais sont de la faute des autres. Il est tentant de penser que le travail et la ténacité paient toujours. Malheureusement, la réalité est plus cruelle. Certains chiffres peuvent sembler bons alors qu'ils sont en réalité mauvais. De plus, persévérer dans la mauvaise direction ne fait que retarder l'échec. Par exemple, une multitude de clients qui se sont inscrits gratuitement sur un site proposant un produit ou un service ne garantit pas qu'ils se transformeront en clients payants par la suite. La bonne nouvelle apparente est en réalité très mauvaise. Vous avez donc besoin de données fiables sur lesquelles vous appuyez. Vous remplacez ainsi des indicateurs illusoires par des indicateurs décisionnels. Deux méthodes sont particulièrement utiles pour discerner les indicateurs décisionnels. La méthode des cohortes. Elle permet d'analyser les changements de comportement au sein d'un groupe cible divisé en sous-groupes, les cohortes. Le plus souvent, chaque cohorte utilise le produit avec une alternative. Par exemple, en marketing, vous pouvez proposer à deux groupes de clients une publicité différente pour le même produit, afin de choisir celle qu'ils préfèrent. La méthode Kanban. Cette méthode issue du Lean Manufacturing permet de visualiser, grâce à un tableau, l'avancement de l'innovation en priorisant les tâches à accomplir. Le tableau comporte 4 colonnes. 1. Enregistrement, qui correspond aux nouvelles idées. 2. Développement, pour les projets en maturation. 3. Production, lors de leur mise en œuvre. 4. Validation, qui permet de voir si les hypothèses étaient correctes ou non. Chaque colonne ne peut contenir que 3 projets en même temps. Ainsi, il est impossible d'enregistrer de nouveaux projets, tant que 3 projets sont en cours de développement. De développer de nouveaux projets tant que 3 sont en cours de production. De produire de nouveaux projets tant que 3 sont en cours de validation. Cela force les équipes à agir de concert et à apprendre à valider les données, avant de se lancer dans de nouvelles expérimentations. Par ailleurs, gardez à l'esprit ces quelques conseils supplémentaires. Transformez les données en langage simple. Par exemple, au lieu de dire augmentation de visites, dites nombre de personnes qui ont téléchargé le logiciel. Cela sera beaucoup plus clair pour tout le monde. Parlez à de vrais clients.
Ne cédez pas à la tentation de suivre uniquement votre vision et vos idées. Vous avez besoin de feedback réel en continu. N'ayez pas peur de vous faire voler votre idée. Si cela arrive, c'est que vous aviez déjà un train de retard sur l'innovation dans ce domaine. En clair, il est fondamental d'analyser vos progrès en termes d'innovation de matière analytique et méthodique. N'hésitez pas à utiliser les cohortes et les Kanban pour obtenir des retours précieux sur votre offre et prendre les bonnes décisions. Leçon 5. Déterminez très régulièrement s'il faut pivoter ou persister. Vous pouvez craindre de changer plus ou moins radicalement votre offre, car elle remet en cause votre vision et le travail accompli. Pourtant, c'est souvent un passage obligé pour une start-up pour s'adapter à une nouvelle donne. Comment anticiper ce changement? Pivoter consiste à changer du jour au lendemain un paramètre fondamental de votre produit ou service, voire de business model. En tant qu'entrepreneur, vous devez prendre les devants pour faire en sorte que votre start-up ne meure pas. Ainsi, soyez toujours prêt à faire table rase du passé s'il le faut. Persister dans la direction choisie n'est pas toujours la bonne solution. Il ne s'agit pas de quantité ou de qualité de travail à fournir, mais d'adéquation de votre produit ou service avec les besoins des clients. Par exemple, la chaîne Potbelly Sandwich Shop était à l'origine un magasin d'antiquités qui proposait des sandwichs pour attirer plus de personnes. La société s'est alors aperçue que le vrai besoin des clients était les sandwichs et non les antiquités. Elle a donc abandonné son domaine initial et s'est spécialisée dans la sandwicherie. Ensuite, sachez que si vous décidez de pivoter, vous risquez de manquer de tempo ou d'argent. Vous devez pivoter vite, sans quoi votre trésorerie va fondre à vue d'œil sans que vous ayez encore trouvé une solution. Pour ne pas pivoter trop tard, prévoyez des intervalles de questionnement réguliers, idéalement tous les 2 ou 3 mois, même si tout semble fonctionner correctement. Ils serviront à déterminer si un pivot est nécessaire et envisageable, notamment si certains signaux d'alerte apparaissent. Par exemple, les expérimentations deviennent moins efficaces. Le développement des produits stagne et manque de productivité. Les indicateurs décisionnels présentent de mauvais chiffres, ou des chiffres qui ne progressent pas assez vite. Enfin, si un pivot est nécessaire, faites preuve de courage pour le mettre en place, car vous allez faire face à des résistances qui risquent de le ralentir. En effet, les équipes ne ressentent en général pas le besoin de changer. Vous pouvez vous-même ne pas être prêt à affronter vos peurs et à faire savoir que vous avez échoué, surtout si vous êtes déjà connu. Tout le monde préfère se féliciter que se remettre en cause. Il existe de nombreuses formes de pivot. Par exemple, le pivot restrictif, où votre offre devient plus segmentée. Le pivot extensif. Le produit initial ne devient qu'une simple fonctionnalité d'un produit plus grand. Le changement de segment client. Par exemple, vous passez d'une clientèle B2C à B2B. Le changement des besoins du client. Vous changez de produit pour répondre à des problèmes annexes, repérés avec votre offre d'origine. Le changement d'architecture. Vous passez d'une architecture avec des marges élevées et des volumes faibles, à une architecture avec des marges faibles et des volumes élevés, et inversement. Le changement de moteur de croissance. Vos nouveaux clients paient votre offre, au lieu d'y accéder gratuitement, ou l'inverse. Le but du pivot n'est pas de changer pour changer, mais de tester de nouvelles hypothèses fondamentales pour assurer une activité profitable à long terme. Gardez toujours ce but à l'esprit. Pour récapituler, pivoter ou persévérer est un dilemme récurrent qui vous demande, en tant que chef d'entreprise, de trancher avec courage. Prenez le temps de questionner régulièrement votre activité pour ne pas pivoter trop tard. Leçon 6. Produisez par petits lots pour ne pas gaspiller du temps et de l'argent. Votre manière de produire ce que vous allez proposer au consommateur a son importance. En adoptant la bonne méthode, vous pourrez bénéficier de gains de productivité énormes. Comment la mettre en place? Pour mieux produire, privilégiez la fabrication par petits lots à la fabrication par gros lots. Cette méthode est en effet plus efficace. Par exemple, si vous devez envoyer des centaines de lettres, les études prouvent qu'il vaut mieux écrire, mettre sous pli et timbrer une lettre à la fois, ce qui correspond à un lot. Vos résultats seront meilleurs seulement si vous écrivez toutes les lettres d'un coup, pour les mettre ensuite sous pli et les timbrer, ce qui représente un gros lot. Cette solution peut paraître contre-intuitive, mais les gros lots génèrent des temps de manipulation plus longs, des erreurs plus difficiles à repérer. Par exemple, si vous réalisez que le format de la lettre n'entre pas dans l'enveloppe, vous devrez tout réécrire, alors que vous l'auriez vu immédiatement dans un petit lot. Ce principe fondamental du Lean a été efficacement intégré dans la production de Toyota, et lui a permis de dépasser ses concurrents américains qui produisaient en série. C'est pourquoi le constructeur automobile produit en flux tiré, c'est-à-dire à la demande du client, afin d'éviter les stocks et de produire de gros lots. Sans cela, les erreurs s'accumulent sans que personne ne les remarque à temps, ce qui demande de réparer l'ensemble de la série ensuite. Ce phénomène engendre de la pression et un gros gaspillage de temps et d'argent. Dès lors, comment appliquer le principe du flux tiré dans votre start-up?
Contrairement à l'industrie où la demande du client est claire, votre offre de start-up s'adresse à des personnes qui ne savent pas encore vraiment ce qu'elles veulent. La demande n'est donc pas un produit précis, mais des expérimentations à mener. Réduire la taille de vos lots correspond donc à réduire la taille de vos expérimentations. Par exemple, faites plusieurs mises à jour quotidiennes de votre produit, ou testez une nouvelle fonctionnalité à la fois sur chaque prototype. Ainsi, vous pouvez parcourir la boucle de feedback produire, mesurer, apprendre, plus rapidement que vos concurrents pour savoir ce que veulent vraiment les clients. En bref, même si vous voyez grand, ne cherchez pas à trop produire, car vous risquez de manquer des erreurs. Réduisez vos expérimentations à des petits lots. C'est le secret pour éviter le gaspillage à tous les niveaux. Leçon 7. Choisissez correctement votre moteur de croissance. Votre croissance est fondamentale pour vous assurer une activité profitable sur le long terme. Comment choisir la bonne méthode? Les chiffres de croissance d'une entreprise sont incontournables. Par exemple, une entreprise florissante mais qui présente des chiffres de croissance faibles, risque à tout moment de se faire dépasser par ses concurrents. Retenez que votre croissance future est assurée par les actions de vos anciens clients. Par exemple, le bouche à oreille. L'utilisation du produit, ce qu'il expose automatiquement à d'autres personnes. Le rachat de vos produits ou un réabonnement à un service. Pour procéder de la bonne manière, vous devez choisir judicieusement votre moteur de croissance, c'est-à-dire la manière dont votre entreprise acquiert de nouveaux clients. Dans ce cadre, demandez-vous comment votre produit va être découvert et se propager, puis comment faire pour stimuler cette expansion. Les startups ont tendance à utiliser le plus souvent l'un des trois modèles suivants. Un moteur de croissance fondé sur la fidélisation. Avec ce modèle, vous attirez d'abord de nombreuses personnes gratuitement, puis vous faites tout pour les retenir ensuite. C'est ce que font les plateformes de collectionneurs, par exemple. Dans ce cas, surveillez avant tout votre taux d'attrition, c'est-à-dire le nombre de clients qui partent après une période initiale. Un moteur de croissance virale. La croissance est ici un effet secondaire de l'utilisation du produit. C'est le cas, par exemple, des réseaux sociaux. Les ressources sont générées non par le produit lui-même, mais par les revenus publicitaires nés de la valorisation de l'attention du client. Si vous utilisez ce moteur, observez votre coefficient viral, qui indique le nombre de nouveaux clients qu'entraîne chaque nouvelle inscription. Un moteur par acquisition payante. Vous faites directement payer les nouveaux clients pour accéder aux produits ou aux services. Dans ce cas, analysez le coût d'acquisition d'un nouveau client. Il ne doit pas être supérieur à la rentabilité par client. Trouver le moteur de croissance adapté à votre offre est essentiel pour ne pas plafonner. Par exemple, l'application IMVU proposait à l'origine une messagerie gratuite avec des avatars, pour discuter entre amis. L'entreprise est sortie de l'impasse, en s'apercevant que ses clients préféraient payer pour parler à des inconnus avec ces mêmes avatars. Même si cela est possible, évitez d'utiliser plusieurs moteurs de croissance en même temps. L'expérience montre qu'un moteur unique est plus efficace. Si le vôtre fonctionne mal, changez-en. Finalement, n'oubliez pas de prévoir le futur en déterminant le meilleur moteur de croissance pour votre startup. Selon votre choix, il vaut mieux surveiller votre taux d'attrition, votre coefficient viral ou le coût d'acquisition d'un nouveau client. Lequel allez-vous choisir? Leçon 8. Votre entreprise sera flexible si vous résolvez les problèmes dès qu'ils apparaissent. Les startups à succès savent adapter automatiquement leur processus et leurs performances selon les exigences du moment. En d'autres termes, elles sont flexibles. Comment pouvez-vous le devenir vous aussi? Une startup est obsédée par la vitesse. Si elle tarde trop à réagir, elle risque tout simplement de mourir. Néanmoins, à force d'aller trop vite, les êtres humains qui la composent font tôt ou tard des erreurs. De plus, une fois vos hypothèses validées, il faudra tôt ou tard proposer un produit finalisé. Laisser des fonctionnalités inachevées ne sera plus envisageable. Ainsi, même si cela paraît paradoxal, il est nécessaire de mettre en place des régulateurs qui vous forcent à ralentir. Cela vous permet de trouver un rythme optimal et d'assurer une production adéquate. Concrètement, cela se traduit par des interrogations pour cerner les causes profondes des problèmes, dès qu'ils apparaissent. Vous pouvez alors envisager des investissements progressifs pour y remédier. La technique des 5 pourquoi est à cet égard très utile. Elle consiste, pour chaque problème, à se poser 5 fois la question « Pourquoi ?». Par exemple, la nouvelle version a désactivé une fonctionnalité importante. Pourquoi? Un serveur a planté. Pourquoi? La procédure du sous-système n'a pas été respectée. Pourquoi? L'ingénieur ne la connaissait pas suffisamment. Pourquoi? Il n'a jamais été formé. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas le temps de former les équipes. Ici, vous pouvez immédiatement vous rendre compte de l'intérêt de payer une formation, même si elle ne dure que quelques heures, aux ingénieurs impliqués. Cela n'aurait sans doute pas été le cas, si la cause du problème n'avait pas été mise en évidence.
Vos investissements sont donc directement liés à l'élimination des problèmes les plus handicapants. C'est de cette manière que votre entreprise acquérera une culture de la flexibilité sur le long terme. Les crises seront alors de moins en moins fréquentes et votre entreprise reprendra de la vitesse. Par exemple, Toyota n'hésite pas à arrêter l'ensemble de la chaîne de production, en tirant un système d'alarme appelé Andon, si une erreur apparaît quelque part. Le temps perdu à la corriger sera en fait un gain de temps sur le long terme. Pour bien mettre en place la technique des 5 pourquoi, faites des réunions où toutes les personnes impliquées sont présentes, pour qu'elles acceptent leurs responsabilités. Commencez par de petits problèmes pour vous y habituer, le tout dans un climat de confiance mutuelle et de responsabilisation. En somme, le temps utilisé pour ralentir la production et résoudre des problèmes n'est pas perdu. En découvrant leurs causes profondes, notamment avec la méthode des 5 pourquoi, votre entreprise sera de plus en plus flexible et efficace. En conclusion, le Lean Startup apprend que le vrai enjeu n'est pas d'augmenter la productivité, mais de s'interroger sur la nature même de l'innovation. Ne perdez pas de temps à travailler d'arrache-pied pour sortir un produit fini dont personne ne voudra. Testez méthodiquement l'inconnu, et utilisez judicieusement la créativité et les compétences humaines à votre disposition. C'est ainsi que votre entreprise retrouvera son rôle essentiel, et rendra le monde meilleur.